La résignation acquise, c'est quand tu fais pas quelque chose qui pourrait même te sauver la vie. Tu vas te laisser mourir en fait. Faire une incidente sur Jacques Attali, là je viens de penser, je viens d'avoir Jacques Attali en image là tout d'un coup. Cette façon de Bon, faire on essaie de faire un clap départ à 3 pour synchroniser. Tu tapes Ok, devant ton c'est micro parti. là, enfin de ton truc là. Ok, Ouais. à 3, 1, Un, 2, 2, 3. 3. Clap. Can't believe that it's real. Can't believe that it's real. Can't believe that it's real. Les humains. On se demande parfois comment vous avez fait pour tenir jusque-là. Prot, pourquoi avoir opté pour notre planète? Pure curiosité, sans doute. Je n'avais jamais visité de planète de classe PSE auparavant. Classe PSE, mais c'est quoi? Premier stade d'évolution. Avenir incertain. Chers auditeurs, bonjour. Ici Radio Grenouille, émission spéciale. C'est la deuxième émission spéciale que nous faisons, nous, ici à Radio Grenouille. Et pour cette deuxième émission spéciale, nous avons le plaisir d'accueillir un invité de marque qui a écrit un livre il y a quelques semaines de cela, qui vient juste de sortir, un livre sur la monnaie. Méric, bonjour. Salut. Bah, c'est Méric. Alors, Méric, vous avez écrit il y a quelque temps un livre sur la monnaie, vous êtes là pour nous le présenter. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de vous avant de rentrer dans le vif du sujet? Bah, ouais, pourquoi pas. Bah, déjà, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, c'est Méric. Et déjà, je te remercie pour l'interview. C'est un plaisir. Et pour les vidéos que tu as faites aussi sur ta chaîne, pour promouvoir un peu le bouquin. Et du coup, bah, moi, en fait, c'est simple. J'ai pas de diplôme spécifique d'économie ou autre. C'est vraiment, voilà, c'est une étude personnelle que j'ai fait de mon côté. Et je me suis intéressé à la question de la monnaie, et particulièrement de la création monétaire. Et ça m'a donné envie d'écrire un livre à destination du grand public, on va dire. Quel a été le moment déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de votre prise de conscience de ce que c'était la monnaie, ou qu'est-ce qui vous a donné envie de tout d'un coup de dire là il y a un truc, là je sens qu'il y a un truc qui est pas net et il faut que je creuse l'idée. Bah justement, c'est justement qu'on découvre. Quand on découvre certaines choses par rapport aux banques, à la création monétaire, à l'économie en général, qu'on voit un peu ce qui se passe derrière le rideau, bah c'est là qu'on commence à se poser des questions et au début on n'arrive pas à y croire. On se dit c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis on creuse le sujet et puis on se rend compte que finalement c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et c'est là que c'est un certain déclic qui est venu comme ça pour moi en tout cas. Et c'est là que toute ma démarche a été de rechercher sur tout ce qui peut se dire sur ce sujet-là et d'approfondir la question vraiment parce que c'est un peu compliqué aussi à comprendre au début parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances là-dessus et du coup c'est un travail qui doit être minutieux et surtout là, rechercher l'information là où elle est quoi. Après il y a des gens qui peuvent aider même sur YouTube. Il n'y a pas eu un élément déclencheur, par exemple une vidéo ou une interview, vraiment un truc factuel? Bah le truc, l'élément déclencheur c'est la crise de 2008 pour moi. Ah, j'ai cru comprendre ça, ouais, en lisant ça sur votre blog. Je crois que vous aviez commencé par là, oui, effectivement. Exactement, c'est là sur mon blog déjà, ouais, j'ai un blog Remake 94. On mettra le lien dans la description Ouais, de la le lien, vidéo. ouais. Et sur mon blog, en fait, il y a tout. En fait, j'explique un peu mon parcours, qui je suis, et puis un peu le parcours, les personnes qui m'ont, entre guillemets, ouvert les yeux et qui m'ont amené à me poser des questions sur ce sujet de la monnaie. Voilà, des gens comme Gérard Fouché, j'imagine, des gens comme certainement peut-être aussi Étienne Chouard, la vidéo de Gabriel Rabhi, peut-être que vous avez vu aussi. Ouais, c'est ça. Toutes ces vidéos-là, ouais, j'ai des Paul Grignon. Ah oui, Paul Grignon. Tout, j'explique tout sur mon blog. Si les gens veulent aller voir et approfondir sur qui je suis, mon parcours, j'explique tout de A à Z. Et voilà un peu mon parcours, en gros. Bon, ben, on va un peu parler de votre livre maintenant, si vous voulez bien. Parce que moi, dès l'introduction, déjà, il y a une remarque de bon sens. C'est ce que j'explique, c'est ce que moi j'essaye personnellement d'expliquer à tous ceux que je rencontre, à qui j'essaye de faire prendre conscience
de la problématique de la monnaie, c'est qu'on est tous, alors je vous paraphrase quasiment, hein, on est tous à courir après l'argent, à courir après quelque chose dont on ignore tout, c'est la monnaie. Exactement. Et ça paraît incroyable de savoir qu'on est tous à se battre les uns contre les autres pour essayer de récupérer cette chose-là, c'est des unités de compte sur nos comptes en banque, alors Mhm. qu'à aucun moment on se pose la question de savoir mais qu'est-ce que c'est, comment ça marche, qui la crée. C'est tout à fait ça, exactement. Qui Alors crée là, la monnaie? C'est une question qui exactement personne se pose, et qui est au centre de nos vies, et du coup, c'est vrai que il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Et vous dites qu'il y a à peine 99,99% des gens qui savent ce que c'est que la monnaie, même les politiques, même les économistes que l'on voit pérorer à la télé ou écrire des articles dans les journaux ou discuter d'économie, la plupart ne savent, soit ils ne savent pas, soit ils cachent quelque chose. Enfin, c'est un peu le sentiment que moi j'ai quand Ouais, j'écoute justement, ça. c'est un peu le titre du bouquin, c'est 200 000 milliards, c'est la dette mondiale, mais si c'était des experts, des économistes qui connaissent, qui maîtrisent le sujet, qu'ils expliquent d'où vient cette dette mondiale de 200 000 milliards. 200 000 milliards. Est-ce qu'ils sont capables justement de résoudre le problème de cette dette? Si c'est des experts. Oui, dans l'introduction, je vois dire que vous insistez énormément sur ces fameux 200 000 milliards. On a du mal à imaginer ce que c'est que 200 000 milliards. Déjà, 1 milliard, c'est 1000 millions. Alors 200 000 milliards. Oui, j'ai vu dans votre introduction que vous insistez énormément sur ces 200 000 milliards. Vous le citez 2, 3, peut-être même 4 fois. Pourquoi vous insistez autant sur cette dette mondiale, sur ces 200 000 milliards? C'est pour choquer, pour déclencher une espèce de prise de conscience? Justement, j'insiste, et c'est en gros sur la couverture du livre. Alors le titre, c'est 200 000 milliards, et en dessous, il y a un sous-titre qui c'est écrit Désinstallation du système monnaie-dette en cours, avec Il est une pas barre sorti. avec une barre de téléchargement. Donc, en fait, j'insiste autant sur ce fameux chiffre et cette fameuse dette pour que les gens se posent des questions sur sa provenance. Elle vient d'où cette dette? J'aime bien la citation, il y a une citation qui dit « Je ris des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes Bossuet. ». Voilà. Enfin, c'est une citation qui était, oui, c'est une citation apocryphe, enfin, à moitié apocryphe de Bossuet, mais elle est excellente. C'est l'une de mes citations préférées aussi. Quand je vois des gens se plaindre, alors excusez-moi de parler un peu, de parler un peu de moi, mais c'est vrai que c'est Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. C'est ma citation préférée. Quand je vois des gens se plaindre un peu dans la rue, dans le quotidien, j'ai tendance à les citer, ils me regardent avec des yeux ronds. Parce que c'est vrai que c'est 200 000 milliards. Alors je ne sais pas exactement quel est le rapport avec la production mondiale annuelle, c'est-à-dire la somme de tous les PIB, mais je crois que c'est largement plus. J'avais vu un article, mais je me souviens plus, donc plutôt que de dire des bêtises, je préfère ne rien dire. Mais moi, ce que j'aime bien aussi prendre comme exemple quand on parle de la dette mondiale, de ces fameux 200 000 milliards, c'est d'insister aussi sur le fait que tous les pays, quasiment tous les pays du monde sont endettés. Et je prends souvent l'exemple du village gaulois où imaginons qu'il y a par exemple 10 familles ou 10 huttes dans ce village. On peut comprendre qu'il y a une famille qui a eu une mauvaise année, une mauvaise récolte ou je ne sais quoi, qui a eu une mauvaise année. Et donc ils s'endettent auprès d'une famille qui a réussi pour qu'il emprunte des œufs, du lait, peu importe. On peut comprendre qu'il y a une famille, 2, 3, 4, éventuellement 5, à partir de 5 on commence à se poser des questions. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le village gaulois en question, le fameux village avec les 10 huttes, ils sont tous les 10 endettés. Alors la question qui vient après, mais c'est si on est tous endettés, mais on est endettés auprès de qui? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Justement, c'est toute la démarche du livre que j'ai écrit, là, du petit bouquin que j'ai écrit, et puis c'est la démarche justement d'inviter les gens à découvrir par eux-mêmes, en faisant leurs propres recherches, pour qu'ils aient une réelle prise de conscience envers qui ils sont endettés. C'est exactement tout le sujet, de découvrir ça, de bien comprendre, et c'est ce qui est un peu ce qui est expliqué dans mon bouquin. Alors, dans le préambule de votre bouquin, vous laissez sous-entendre que le fond du problème est la création de la monnaie, et non la nature de celle-ci, ou plutôt le principe même de monnaie. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui préconisent des systèmes sans monnaie. Pour vous, c'est vraiment la façon dont est créée la monnaie, c'est pas le fait qu'on utilise même, c'est pas la nature même de la monnaie qui est le problème. En fait, ce que j'essaie de démontrer à mon niveau, c'est surtout que le système de création monétaire centralisé actuel, via le crédit, c'est un jeu dangereux parce que la monnaie, c'est un outil qui devrait être commun à tout le monde. Donc si cet outil commun est créé par un secteur particulier, la monnaie, elle n'a plus rien de commun en fait, puisque tout système centralisé, c'est pyramidal. D'accord, c'est un maître qui produit la monnaie et puis tous les autres qui courent après. C'est exactement ça. Alors, dans le premier chapitre, vous expliquez effectivement que
nous souffrons d'un mal, mais un mal vraiment invisible, d'autant plus invisible pour nous qu'on est encore, on vit encore assez confortablement dans nos pays dits occidentaux, hein. Sachant que les pays occidentaux, c'est pas seulement l'Europe, les États-Unis, etc. Maintenant, c'est aussi la Chine. Ouais. Enfin, c'est tous ceux qui ont adopté le système monnaie dette, en réalité, le mode de vie occidental. Mhm. Et nous souffrons d'un mal que l'on ne perçoit pas tout simplement parce qu'on a Imperceptible. toujours connu. Il n'est pas perceptible, voilà, parce qu'on a toujours connu que ça. Ouais, exactement. Ouais. Et il faut faire un fort travail, de remise en cause de ce que l'on apprend, c'est ce que vous nous dites, enfin de ce que l'on sait, de ce que l'on croit savoir, pour se rendre compte, pour prendre conscience du fait que si on mettait en place un autre système, on pourrait soit travailler 10 fois moins, soit gagner 10 fois plus. Enfin, on aurait une vie beaucoup plus agréable. On serait pas en train de piller les ressources de notre planète comme on le fait actuellement. Est-ce que vous voulez développer cette partie-là du chapitre 1 de votre livre? Sur les conséquences, on va dire, du système de monnaie, c'est ça, du système actuel. Et sur ce que selon vous seraient nos vies, serait la société si on fonctionnait avec un autre système monétaire? Bah, c'est difficile de spéculer là-dessus parce que justement, il faudrait plus expérimenter et justement changer de moyens d'échange, de changer de paradigme et prendre du recul sur tout ça et essayer de changer, peut-être faire autrement. Puisqu'on voit que ça marche pas, donc spéculer en disant je sais pas moi ce que ça va donner. Hein. Des gens comme Gérard Fouché avaient un peu chiffré ça, par exemple, sur la valeur des prix des choses que l'on achète. Ouais, enfin bon, c'est un petit peu brouillon ce que je suis en train de dire, excuse-moi, je suis en train de monopoliser la parole, mais essayer de faire prendre conscience aux gens que s'il n'y avait pas ce fameux mal invisible, leur vie serait quand même beaucoup plus agréable. D'ailleurs, pour vous, la monnaie, c'est un mal invisible ou un moindre bien? Bah, on peut dire que la monnaie contient la violence dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'elle nous force à être violents. Par essence, elle nous oblige, si je comprends bien, par essence, elle nous oblige à être individualiste, à nous battre les uns contre les autres, etc. Il y a de ça, mais c'est paradoxal en fait dans ce que je dis, parce que je dis que la monnaie, elle contient la violence dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que elle contient le contenu, c'est-à-dire qu'elle restreint, mais en même temps elle la contient. C'est pour ça que c'est un peu paradoxal, c'est un double sens. D'accord. Alors je vois aussi que vous parlez souvent dans votre livre des 1% les plus riches. Alors pour vous, c'est un chiffre, 1%, c'est plutôt un truc symbolique ou c'est vraiment chiffré? Parce que je me souviens dans l'introduction de la vidéo 5 sur la monnaie que le prolosophe a réalisé, il met une petit extrait d'une conférence de Mark Chenet où lui, il parle de 0,01%. Voilà, effectivement, je pense que là on franchit un palier là. C'est peut-être un palier de décompression aussi, on dit 1%, mais c'est peut-être 0,01%, c'est vrai. Ouais, et puis j'ai l'impression que ce chiffre diminue de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus riches. Je me rappelle dans le rapport de l'Oxfam, il parlait maintenant de super milliardaires, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 1000 milliards sur leur compte en banque. Alors que le classement de Forbes place le premier à 70 milliards, ce qui est pas grand-chose finalement, au regard de 1000 milliards. Et je pense qu'effectivement il y a des super riches. C'est clair. J'ai regardé une vidéo du prolosophe aussi qui disait qu'un riche, on estime quelqu'un de riche à partir d'1 milliard. Ouais, alors ça, je l'ai vu aussi, ça, il a totalement pompé ça sur Audrey, une humoriste que j'ai vu aussi, Audrey, je sais plus, elle faisait des... Mais c'est bien vu, puisque c'est vrai que quand on dit quelqu'un de riche, on a du mal à se dire à partir de combien on peut... Mais c'est à partir de combien? Mais ça, il a totalement pompé ça sur Audrey Vernon. Je me souviens de cette humoriste, Audrey Vernon, qui a fait un spectacle sur les milliardaires. Elle explique qu'effectivement, riche, c'est à partir de 999 000 euros plus 1 euro. D'accord, ouais, mais j'avais entendu ça aussi de je sais plus qui, j'avais vu ça aussi quelque part. Mais ça arrive c'est bien parce qu'on peut se situer maintenant par rapport à ça, est-ce qu'on est riche, est-ce qu'on est pauvre. Donc ça remet en perspective. Les auditeurs devraient se poser la question. Ouais. Ça remet effectivement en perspective les gens qui pensent être riches parce qu'ils ont quelques millions, ils ont un château, etc. Voilà, exactement. Tout à fait. Non, ils sont pas riches. Puis surtout, même les patrons, même certains très grands patrons, on a tendance à dire vous vous rendez compte, le PDG de je ne sais quoi, il a eu comme prix, c'est ça, exactement. 50 millions, je sais pas quoi, mais 50 millions, c'est rien du tout, c'est même pas une cacahuète, c'est que dalle. Effectivement. Vous parlez aussi de David Graeber, alors ça j'ai bien aimé parce que moi j'aime beaucoup cet auteur-là. J'avais téléchargé son livre en PDF, mais par contre, lire 500 pages comme ça, c'est pas facile. C'est encore moins facile de les imprimer. Il y a un truc que j'ai bien aimé, enfin qui m'a un petit peu... vous parlez d'une arnaque qui a 50 siècles d'existence. Or, si je ne m'abuse, la monnaie n'existe que depuis 2700 ans. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Et de quelle nature était l'arnaque avant la création de la monnaie? Bah là, c'est plus un... Comment dire ça? C'est plus un avis personnel. Et je fais des recherches là-dessus encore, donc ça va être compliqué
compliqué d'expliquer ça, mais c'est peut-être le mot est peut-être un peu fort en disant arnaque c'était pour marquer le coup, on va dire plus. Mais je fais quand même des recherches historiques là-dessus et je parle de la dette, surtout de la dette. Est-ce qu'on va s'endetter auprès de quelqu'un Est-ce que c'est pas une arnaque au final? On peut se poser la question. Après, c'est un avis personnel, ça peut être remis en cause. Parce que moi, ce que j'avais compris de l'organisation économique des Sumériens, c'était basé sur le crédit mutuel, on est d'accord? C'est ça, sur le crédit mutuel, ouais. Mais déjà, le système de crédit mutuel, moi, ça me paraît déjà être quelque chose d'assez égal. Après, s'il y a effectivement par la force des gens, je pense que c'est ça que vous avez voulu dire. Effectivement, il y avait des dettes impayables du temps des Sumériens, avant même la monnaie, mais je pense que c'était par la violence, soit par la violence symbolique, soit par la violence physique, que des petits groupes s'accaparaient les moyens de production. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Bah en fait, ouais, mais après ça c'est plus arrivé effectivement à la naissance de la monnaie, hein, il y a 2700 ans. Ça c'était vraiment là que les guerres même se sont développées. C'est quand la monnaie est née. Donc vous mettez pas tout le même sac. Effectivement, il y a vraiment une cassure, enfin un moment charnière. C'est la création de la monnaie. Il y a 2700 ans. C'est ça. Les anthropologues, en tout cas, c'est ce qui constatent. D'accord. Et c'est vrai que quand on se dit que l'arnaque, entre guillemets, vous avez dit que c'était un terme un petit peu fort, mais que ça fait au minimum 2700 ans, au pire 50 siècles, c'est-à-dire 5000 ans que l'homme est asservi soit par un système honnête, soit par autre chose, qui restera à définir, on a du mal à se dire qu'on va pouvoir se sortir de ce truc-là. Et vous dites justement dans ce premier chapitre qu'il va falloir opérer un travail de déconstruction mentale par rapport à ce que l'on pense être, voilà. Et vous dites que Internet peut être la solution, enfin Internet est la solution qui nous permettra. Est-ce que vous pensez que ça va suffire? Le fait que ce qu'on est en train de faire là, ce que nous sommes en train de faire là, ce que vous avez fait là, votre livre, ce que font des gens comme tous les lanceurs d'alerte de la monnaie, c'est-à-dire les Gérard Fouché et consorts, les Stéphane Laborde, qui ne peuvent exister que par Internet, vous me paraissez quand même très très optimiste. Optimiste, oui. Bah en fait Internet, c'est un outil efficace, mais ça va pas suffire. Parce que je pense qu'il faut expérimenter concrètement des nouvelles choses, et des nouveaux moyens d'échange pour accompagner justement cette déconstruction mentale. Et du coup, c'est comme ça que peut-être ça deviendra plus concret et moins abstrait, et que on pourrait avancer. Mais est-ce que vous pensez pas que les gens, tant qu'ils auront leur petit confort, tant qu'ils auront leur télé, etc., parce que moi je vois bien autour de moi, même les gens qui font semblant plus ou moins de s'y intéresser, enfin qui acceptent d'écouter un peu ce qui se passe, ce que vous dites, pardon, excusez-moi. Dans la vie on se tutoie, mais à la radio on va se vous voyez. Enfin, non mais on peut se tutoyer, Hein. On peut se tutoyer, ça sera mieux. Il dit, j'entends bien ce que tu dis, je comprends bien ce que tu dis, mais qu'est-ce que je peux faire, premièrement? Ça me paraît très 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 optimiste d'imaginer que les gens, soit ils vont se réveiller, vont commencer à s'intéresser à ça et prendre conscience du problème avant d'envisager des solutions, et voire même qu'ils vont se mettre à utiliser la June, c'est-à-dire la monnaie libre, tant que le système fonctionne et tant que les supermarchés sont pleins, les gens ils feront pas ça d'eux-mêmes, quoi. Ils ont autre chose à faire. Hein. Non, moi je pense que ça peut prendre du temps. Après, est-ce qu'on a du temps? Ah bah on en a de moins en moins, ça c'est sûr. On n'a pas beaucoup de temps, mais ça peut prendre du temps comme ça peut aller vite. Le Brexit a été rapide, l'adoption du Bitcoin ça a été rapide, l'adoption d'Internet ça a été rapide, donc ça peut aller vite. Ça dépend que de nous en fait. Ouais. Bah, Internet c'est développé dans un premier temps. Alors là, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, une petite incident. Ce qui a été le moteur d'Internet, ça a été surtout la pornographie. Il y a un film là-dessus en plus, je sais plus le titre, mais quoi qu'il en soit, le Minitel ça marche plus. Donc maintenant on va pas revenir au Minitel. On a adopté Internet, donc ça peut être rapide, même pour la monnaie. Oui, on va pas revenir au Minitel, mais ce que je voulais dire, c'est que à chaque fois qu'il y a eu une transition, même brutale, comme la fin du Minitel et le passage, il y a toujours une motivation. Dans le cas d'Internet, moi je pense que la pornographie a joué un grand rôle, dans un premier temps. Qu'est-ce qui dirige le monde? C'est le cul et l'argent. Mais là, justement, comment les convaincre de faire un autre choix? Les gens préfèrent, j'ai l'impression, rester dans l'ignorance tant que les choses fonctionnent, encore une fois. Comment les convaincre de faire un autre choix? C'est difficile de convaincre des gens qui vivent dans le déni, comme celui de la Terre plate ou des élections présidentielles. Coluche, il disait quoi? Il disait que si voter ça pouvait changer les choses, ça serait interdit. Ouais, ça fait longtemps que ça serait interdit.
D'ailleurs, vous parlez d'argent, voilà, vous corrigez, enfin vous corrigez pas, je pense que c'est fait exprès dans la construction de votre livre. Au début, vous parlez d'argent. L'argent, on est d'accord, c'est juste un métal, hein, c'est un élément chimique sur un tableau, sur le tableau périodique des éléments. Mhm. Quand vous dites l'argent, c'est bien la monnaie. Les mots sont importants. J'ai l'impression qu'ils ont été galvaudés justement parce que la monnaie, c'est quelque chose, finalement, c'est quelque chose d'abstrait, c'est une unité de mesure. Et le fait de dire argent, qui est quelque chose de concret, hein, c'est quelque chose de physique, est-ce que c'est pas fait justement pour Ouais, exactement, tout à fait. C'est ambigu, ça laisse, c'est pas clair. Quand on dit argent, c'est vrai que c'est pas clair parce qu'aujourd'hui, l'argent c'est un métal et faut bien faire la distinction avec la monnaie. entre monnaie et métal. D'ailleurs, je vais Voilà. citer un des passages, si vous me le permettez. La compréhension du système monétaire réside uniquement dans la déconstruction mentale individuelle. Mhm. Et c'est avec grand plaisir que je vais vous accompagner dans cette déconstruction au cours de votre lecture. C'est un peu le sens, c'est le but de votre bouquin en fait. Tout à C'est fait. pas vraiment un bouquin technique, c'est pas un bouquin où il y a des chiffres, où il y a des statistiques, où il y a, on va vous expliquer la monnaie centrale, etc. Vous le Exactement. faites un petit peu à la fin, mais c'est surtout, c'est presque un livre... Pour les nuls, c'est la monnaie pour les nuls. C'est vraiment pour le monsieur tout le monde qui comprenne un peu les bases du fonctionnement du système. Mais c'est plus un livre de réflexion qu'un livre technique sur la Ouais, monnaie. ouais, carrément, mais exactement. Mais parce que c'est lié, hein, de toute façon, la monnaie est liée comment dire, à la psychologie, à la. Et vous le dites après d'ailleurs, donc j'utiliserai le terme de monnaie et non plus d'argent après. Et vous parlez aussi, bah, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est les barrières mentales. Vous citez même Bob Marley, moi j'ai beaucoup apprécié ce passage-là parce que c'est la chanson Redemption Song, excusez-moi pour l'accent anglais, qui disait libérez-vous de l'esclavage mental, personne ne le fera à votre place. Donc un petit livre écrit par vous, par toi, Méric, qui a pour but la déconstruction de ces barrières mentales dont parlait Bob Marley, et vous nous dites ne vous inquiétez pas, je vais vous accompagner, je suis passé par là. Vous voulez nous rappeler un peu votre parcours? Exactement, voilà, je suis passé par là, c'est un passage obligatoire, c'est-à-dire que la monnaie, quand on découvre au début, on connaît rien, et forcément, bah, on essaie de comprendre les choses, et puis c'est parfois un parcours du combattant, comme je dis, c'est compliqué, mais moi j'explique mon parcours sur mon blog, donc remake94.blogspot.fr, RIMEK. Dans la description. Voilà, j'ai une description où enfin, j'explique un peu mon parcours. Et dans mon parcours, la personne qui m'a vraiment ouvert les yeux sur tout ça, c'est Yolande Bresson. On mettra tout ça dans la description. Voilà, si j'invite gens les veulent, auditeurs vraiment à s'intéresser à ce monsieur, qui nous a quittés en 2014, mais qui m'a vraiment, moi, ouvert les yeux sur mon parcours au sujet du système monétaire. D'accord. Et alors, dans votre livre, par contre, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette notion. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de Stéphane Laborde là-dedans, parce que j'ai entendu Stéphane Laborde en parler aussi. C'est cette notion d'unité de mesure. Et c'est une chose qu'on n'a pas l'habitude, d'envisager la monnaie sous cet angle-là, sous l'angle du fait que ce n'est qu'une unité de mesure. Vous parlez de centimètres, de grammes, etc. Et c'est vrai que on ne se prête pas des grammes pour pouvoir mesurer le poids d'une baguette de pain, on ne se prête pas des mètres pour pouvoir mesurer la longueur d'une table. Ça, c'est très... Vous voulez nous expliquer un peu cette histoire d'unité de mesure? Moi, alors, pour répondre à ceux qui voudraient approfondir là-dessus, sur cette notion d'unité de mesure, si on part du principe que la monnaie, c'est un outil de mesure qui sert à mesurer les échanges, il faut savoir que tous les outils de mesure qu'on connaît aujourd'hui, ils sont définis scientifiquement de manière ultra précise. Et c'est pas le cas de la monnaie, évidemment. Alors, pour creuser le sujet, moi, j'invite tous ceux que ça intéresse à voir la série de vidéos YouTube de Bruce de Y Penser, qui explique le système international d'unité. Ah, ouais. Ça, c'est pour comprendre qu'effectivement, le mètre, ça dépend du méridien de Greenwich. Voilà, exactement. Que le gramme, je crois que le gramme, c'est la masse d'un certain volume d'eau à une certaine température. Et que le degré Celsius, c'est en rapport avec l'eau, le passage de l'état solide, puis liquide, puis gazeux, de l'eau à une certaine pression atmosphérique. Donc tout ça, c'est ce que vous appelez plus tard un peu le référentiel, c'est ça dont vous nous parlez. Ouais, c'est ça, c'est le référentiel selon la théorie relative de la monnaie. On y reviendra peut-être là dans notre interview, dans notre discussion. Peut-être, oui, on va y revenir. Mais c'est déjà bien, je trouve que c'est une bonne approche de se dire que si la monnaie c'est un outil de mesure, bah forcément c'est ce que je dis un peu dans le bouquin, il faut que ça réponde à une définition scientifique, qu'on soit précise. Voilà, qu'on puisse mesurer nos échanges de manière équitable. D'accord. Une phrase que j'ai cru lire, peut-être pas, en tout cas je l'ai entendu quelque part, c'est on peut dire prête-moi 100 balles, mais on peut pas dire prête-moi 100 grammes. Ou alors on dit mais tu me prêtes 100 grammes de quoi?
C'est toi qui l'as écrit, ou c'est moi qui l'ai dit? Non, c'est moi qui l'ai dit, on prête pas à des degrés, ça n'a aucun sens de prêter des degrés ou des mètres. La monnaie est un outil de mesure et un substitut de valeur, c'est ça la particularité avec la monnaie, c'est que c'est les deux en même temps. C'est qu'on peut se prêter de la monnaie, c'est un substitut de valeur aussi, en plus d'être un outil de mesure. Donc vous parlez effectivement dans ce chapitre 1 de la monnaie, vous décrivez un peu ce que c'est, vous parlez de l'origine de la monnaie, vous introduisez cette notion d'unité de mesure qui pour moi est vraiment vraiment très intéressante, hein. Ça c'est quelque chose que j'avais pas à l'esprit avant de lire ton livre. Tu parles ensuite du troc. Alors est-ce qu'il est vraiment nécessaire de revenir sur le troc? Moi j'ai envie de dire non, et pourtant Non, c'est pas la peine, hein. Je pense qu'il y et a pas pourtant grand si, chose à c'est dire. quand même important parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, Mhm. c'est même la quasi-totalité des gens qui sont persuadés quand tu leur demandes, quand tu fais un sondage autour de toi, avant la monnaie il y avait quoi? Il y avait le troc. Et, Ouais, ça c'est une fausse croyance populaire que tout le monde répète. alors qu'il suffit Mais, de réfléchir 30 secondes pour se rendre compte que c'est totalement dysfonctionnel, que ça marche pas du tout. Le Ouais, c'est troc, clair. ça peut pas fonctionner. Et il y a même, comment dire, je crois que c'est Gérard Fouché qui expliquait qu'en fait c'est pas le troc, c'est pas la monnaie qui vient après le troc, c'est le troc qui vient après la monnaie. C'est-à-dire que c'est une fois que on a mis en place, on a pris l'habitude de comptabiliser nos échanges par de la monnaie, lorsque la monnaie ne marche plus parce qu'il y a une crise, en temps de crise, en temps de guerre, etc., qu'on met en place le troc plutôt que de revenir aux dons mutuels ou au crédit Mhm. mutuel. Enfin bon, tous ceux qui sont là, on sort un peu de ton bouquin et on parle de Gérard. Alors toi, c'est, je sais plus comment, on va mettre le lien dans la description. Toi, moi, c'est Gérard Fouché, moi qui m'a fait tomber les écailles des yeux, comme on dit. Ouais, moi aussi, hein, il m'a beaucoup, Gérard Fouché aussi, hein, j'ai vu des vidéos qui ont peaufiné un peu ma compréhension, c'est clair. Donc effectivement, on parlait du troc, mais c'est quoi? C'est une vingtaine de lignes, pas plus, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à dire là-dessus. Le Mhm. troc, écoutez, chers auditeurs, le troc, c'est un mythe. Ça n'a jamais existé, en tout cas en tant que système économique. Il faut vous mettre ça dans le crâne. Donc vous faites un bref rappel historique de l'apparition de la monnaie. Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, qui m'a pas amusé. Enfin, j'ai bien apprécié de lire ça. Mhm. Vous expliquez effectivement qu'en moins 700 ans, il y a certains monarques, certaines personnes un peu plus, peut-être un petit peu plus malines que les autres, qui ont utilisé un pouvoir qu'ils avaient déjà certainement, un pouvoir qui était basé certainement sur la violence physique, sur l'armée. Ils ont eu cette idée géniale d'inventer la monnaie pour asservir le monde, Mhm. pour asservir les autres, et que ça ne s'est pas arrêté, qu'au contraire, même ça s'est amplifié. Je vais vous lire. Mhm. Alors, c'est du temps des rois. Après que les riches des pays soient devenus plus riches que les rois, les États apparaissent. Voir la révolution de 1789. Pour vous, la révolution de 1789, c'est pas une révolution, c'est une espèce de coup d'État des riches pour prendre le pouvoir. Bah ouais, c'est un peu ce qu'on observe. Il n'y a pas eu de. Qu'est-ce qui s'est passé après la Révolution? C'est ce que je comprends. Je trouve ça très, alors zut, j'ai pas le mot, je trouve ça très subversif comme petite parenthèse, parce que Mhm. c'est en parenthèse. Et c'est vrai que quand on s'intéresse par exemple au Moyen-Âge, alors ça je fais une petite parenthèse encore qui n'est pas dans le bouquin, hein, je Mhm. précise aux auditeurs. C'est vrai que quand on vous lit, déjà quand on lit ce passage, on comprend qu'on n'a jamais été libre en réalité, qu'on a toujours été exploité, qu'on a toujours subi un système d'exploitation, et que ce système, là c'est ce qui transparaît dans ce chapitre-là de votre livre, Mhm. il n'a fait que augmenter, qu'être de plus en plus, à la fois subtil, mais aussi intense. Pensez-vous que l'exploitation de la plus-value, ce que Marx appelait la plus-value, est plus importante maintenant que du temps des rois de jadis? Par exemple, au Moyen-Âge, on sait maintenant que les gens travaillaient quasiment qu'un jour sur deux en moyenne. Ils travaillaient 35 heures en moyenne par semaine et ils avaient plus de 190 jours chômés, c'est-à-dire ce qui correspond chez nous aux jours de congé. Mhm. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment eu une intensification de l'exploitation humaine? Bah, je pense qu'on est dans la continuité, tout simplement. Une continuité, certes, mais avec peut-être une augmentation, parce qu'on a Ouais, vraiment c'est clair. l'image. On a vraiment l'image du paysan du Moyen-Âge, pauvre, maigre, exploité, etc. Alors que les historiens sérieux nous disent totalement le contraire. C'était des gens il y avait Mhm. des fêtes de village en permanence, c'était des Mhm. gens qui travaillaient certes très dur l'été, c'est normal, Ouais. parce qu'il faut, c'est là où Ouais, c'est là où ouais. on plante, on récolte, etc. On sème, on récolte. Mais que sur l'année, bon, ils étaient exploités. Attention, je suis pas en train de dire que les serfs du Moyen Âge c'était des gens c'était la croisière s'amuse. Mais moi, j'ai le sentiment déjà en vous lisant puis en regardant un peu l'histoire sérieuse. Moi, ce que je comprends, c'est qu'au niveau de l'extorsion de la plus-value, hein, pour reprendre un terme marxiste, l'extorsion de la plus-value n'a jamais été aussi intense que maintenant. J'explique un peu ce que je veux dire. C'est que
on n'a jamais été autant productif que maintenant, on n'a jamais produit autant de richesses, et pourtant j'ai pas l'impression qu'on soit plus riche. Voilà, donc moi j'ai vraiment l'intuition qu'on est beaucoup plus extorqué au niveau de la plus-value qu'on l'était avant, parce qu'on produit énormément plus de richesses qu'avant. Avant, pour produire une tonne de blé, il fallait 100 paysans. Maintenant, pour en produire une tonne, il faut 0,0001 paysans, et pourtant les paysans sont pas 100 000 fois plus riches qu'avant. Au contraire, ils se suicident. Je pense qu'il y a plus de suicides de paysans maintenant qu'il y en avait au tout à fait. Surtout qu'on est dans dans une société qui fait de la surproduction et on comprend pas pourquoi il y a des gens au chômage. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des SDF. Faut se remettre en question. Il y a une cause profonde et puis c'est un peu le sujet de notre interview et de notre discussion. Et du livre. Ouais, entre autres. Parce que je voulais quand même faire une petite parenthèse, ce livre-là, c'est pas mon livre un peu, c'est le livre de tout le monde, parce qu'il y a des choses, on va dire qu'à 70% il est de moi, mais il y a des choses que j'ai reprises ici et là, de personnes qui ont développé un peu des arguments que je trouvais compréhensibles et accessibles aux gens. C'est une synthèse de votre activité. Voilà, tout à fait. C'est une synthèse de tout ce que j'ai pu lire, des gens qui m'ont ouvert les yeux aussi, qui m'ont amené une façon de le dire. Parce que le plus compliqué, je pense que c'est justement cette façon d'expliquer aux gens. C'est ça qui est compliqué. C'est facile de tromper les gens, c'est plus difficile de leur expliquer comment ils ont été trompés. Alors page 17, vous passez, on passe de l'apparition de la monnaie au référentiel commun, cette notion de référentiel commun. Et là, je t'avouerai, excuse-moi, on avait dit qu'on se tutoyait, je t'avouerai que je suis resté sur ma faim, sur ce chapitre, parce que autant je comprends cette idée de référentiel, mais je ne vois pas ce que ça peut être. Et en cherchant un petit peu, j'ai fini par comprendre que tu parlais en réalité certainement de la théorie relative de la monnaie, de la théorie de... C'est ça, exactement. Élaborée par Stéphane Laborde, et que ce fameux référentiel commun, c'est effectivement... Tu veux nous expliquer un peu plus, ou tu laisses les gens un peu dans le flou? C'était pour ouvrir une piste, exactement. Et quand on a compris justement comment fonctionne le système international d'unité, et qu'on veut comprendre cette notion de référentiel commun d'une monnaie, le mieux justement c'est de jeter un œil et d'étudier la théorie relative de la monnaie de Stéphane Laborde, qui a une approche intéressante sur ce point de vue-là, et surtout que c'est pas seulement une théorie, on peut déjà utiliser et expérimenter une monnaie libre, selon la théorie relative de la monnaie, donc il faut expérimenter. Ouais, la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Exactement. D'accord. Alors là, on passe directement au chapitre 2. Là, mais alors, enfin, on aborde la question de qui crée la monnaie. Et alors là, je sais que vous faites du ski, je sais que tu fais du ski, parce que tu nous as montré des belles photos sur Internet. Par contre, j'ai pas l'impression que tu fasses de plongée sous-marine, parce que là, tu passes directement... tu connais le principe des paliers de décompression, non? Non, parce que... Alors là, vous y allez pas par quatre chemins. Première phrase, la monnaie est créée par les banques privées dans leur intérêt, et ça ne sert que 1% de la population, enfin les 1% ou les 0,01% de la population qui détiennent 80% des richesses. Là, c'est cash, c'est direct. C'est cash. Mais le titre du bouquin lui-même parle de lui-même. Il n'y a pas de palier, le palier de décompression, on le franchit dès la couverture du bouquin. Donc ça peut faire peur, ou alors ça peut carrément de faire en sorte que les gens ne comprennent pas. Ils se disent mais de quoi ils parlent. Non, c'est ça qui est, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être un frein, les gens peuvent être réticents à cette à cette approche, à cette réalité qui est balancée à la gueule d'un coup, quoi. Alors, je lis pareil, chapitre 2, page 19. Le problème n'est pas que les 1% des plus riches possèdent la moitié des richesses mondiales. Le problème est que le système monnaie-dette a permis aux 1% les plus riches de posséder la moitié des richesses, etc., etc. Vous avez une pensée très radicale au sens étymologique du terme. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites vraiment ce que moi j'aimerais que les économistes fassent, et qu'ils ne font jamais. Voilà, c'est-à-dire radical au sens étymologique, c'est-à-dire que vous remontez à la racine du mal. C'est-à-dire que le problème, c'est pas le partage des richesses, ce que vous nous dites. Le problème, c'est le système qui permet cette inégalité du partage des richesses, et c'est même pas une question de partage de richesses de toute façon. C'est le système lui-même qui a engendré les 1%. C'est le système monnaie-dette. C'est le système monnaie-dette. Donc le problème, c'est pas les 1%, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être le système lui-même le problème. Et c'est là que la plupart des économistes tapent à côté de la cible et ne mettent pas le doigt là-dessus, la racine du mal, quoi. À part certains, parce que je vois que vous citez un certain John Kenneth Galbraith, alors je ne saurais pas prononcer son nom, qui disait « Le procédé par lequel les banques créent de l'argent est tellement simple que l'esprit en est dégoûté ».
très belle citation, effectivement. Effectivement. Alors des citations, il y en a plein, hein, des citations sur la création monétaire. Je crois que c'était un Ford qui disait aussi, si les gens comprenaient quelque chose à la monnaie, on aurait une révolution avant demain matin. Et vous dites que c'est un sujet qui n'est jamais abordé nulle part, ni dans les médias, ni dans les cours d'économie, ni dans les films au cinéma, etc. Voilà, ouais. Et puis un petit dialogue que j'aime bien après, c'est vous dites Monsieur A qui dit qui pose la question à Monsieur B, qui crée l'argent, enfin qui crée la monnaie. Monsieur B répond, je ne sais pas. Pourquoi tu travailles? Pour de l'argent. Je le refais. Qui crée la monnaie? Je ne sais pas. Pourquoi tu travailles? Ben, pour de la monnaie. Ça, j'ai bien aimé, ça m'a fait rire. Enfin bon, j'ai un humour. Alors, par contre, moi, je suis pas totalement d'accord avec vous, parce que moi, je sais que en première éco, même en terminale, et peut-être même en seconde, cette question de la création monétaire est abordée. D'accord. Alors là, je peux te le dire, tu peux même trouver sur Internet des profs d'économie de lycée, hein, c'est du niveau premier, hein, qui font des vidéos sur la création monétaire, et ils te le disent. Ils te disent la monnaie, ils expliquent factuellement la création monétaire ex nihilo. Par le crédit, etc. Ils le disent. Hein. Mais par contre, alors c'est ce que je disais, en cours d'économie, on parle explicitement de la création monétaire. Mais par contre, à chaque fois, c'est présenté de telle manière que, premièrement, ils n'expliquent jamais les conséquences à leurs élèves, parce qu'ils ne les connaissent pas eux-mêmes, peut-être ils n'en ont pas conscience. Hein. Ils font C'est sûr qu'au lycée, ouais. C'est difficile d'avoir conscience de... Et surtout, tel que c'est présenté dans les cours d'éco que moi j'ai lus, hein, dans les cours d'économie, effectivement, on a l'impression que c'est comme ça, qu'on peut pas faire autrement. J'ai l'impression qu'il t'explique la chose, il t'explique que c'est ex nihilo, mais ils arrivent à passer la pommade derrière pour pas que ce soit choquant pour toi, que ce soit normal en fait. C'est un peu le formatage. Voilà, ça va de soi. Ils présentent les choses, c'est comme ça, point barre. C'est ça. Et je pense que c'est ça que je voulais dire. Je pense que c'est facilité par le fait que les gens pensent vraiment, là on revient sur le troc, ils pensent vraiment qu'avant la monnaie, il y avait le troc. Et c'est vrai que comme c'est un truc qui marche pas, le troc, on le sait instinctivement. Exactement. Donc, si ça marche pas, il y a pas raison que ça existe. C'est tout à fait ça. Ouais. Et donc il se dit, bah putain... c'est très psychologique, tu vois, c'est vraiment... Et donc la monnaie, ça nous a sauvés, parce qu'avant on était à l'âge de pierre. Bon. Voilà. Donc c'est vrai que même si on aborde la question de la création monétaire au lycée, on n'aide pas vraiment les étudiants, les lycéens à comprendre ce que c'est. Puis c'est pas les économistes en plus qui vont les aider, hein, quand on parle à la télévision. Et c'est pas non plus la classe dirigeante. Il y a un chapitre classe dirigeante justement là que je trouve un peu petit d'ailleurs. Vous auriez pu développer là cette histoire de classe dirigeante. Bah justement, en fait, moi je voulais mettre l'accent sur vraiment les causes profondes du système monétaire. Et si pour les gens, les auditeurs ou ceux qui auront lu le livre veulent développer justement ce chapitre-là sur la classe dirigeante, sur les politiques, il y a un bouquin qui est très bien, qui est écrit par Merome, M-E-R-O-M-E. Vous tapez sur internet, il y a le PDF gratuit et le livre s'appelle... Et on mettra le lien en description. Voilà. On mettra le lien en description. Sinon, parce que si tu épelles tous les noms que tu vas, on n'a pas fini. On mettra tout en description, les gens. Le bouquin s'appelle Simple comme bonjour. Et j'insiste vraiment sur ce bouquin Simple comme bonjour de Merome, qui est vraiment complémentaire à mon bouquin. C'est même pas fait exprès. Moi, je l'ai lu justement après que j'ai écrit mon livre. Et c'était... il développe justement sur toute la partie conséquences du système monétaire. Donc, chers auditeurs, vous aurez compris, il y a 2 livres à acheter et à lire. Il y a le livre de Méric et le livre de Merome. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, vous abordez ensuite la loi de 73. Alors ça, c'est très intéressant. Moi, ça me touche particulièrement pour des raisons personnelles, parce que, voilà, je ne vais pas développer ici, on n'est pas là pour parler de moi. Est-ce que vous voulez nous parler de cette loi de 1973 ? Bah, j'en parle assez bien dans le bouquin, je pense. Mais si tu veux développer, si tu veux dire un petit mot là-dessus, c'est pas moi qui ai écrit le livre. Ouais, mais tu as des choses intéressantes à dire peut-être aussi. Hein. Moi, j'ai vraiment bien développé, je pense, aussi dans ce petit bouquin-là. Et... Ben, on comprend, oui, effectivement. Alors, cette histoire de loi de 73, elle a plein de détracteurs. Je me souviens d'un échange par article interposé entre Étienne Chouard et puis je sais plus son nom, c'était un prof d'éco, un économiste de Marseille, alors que Étienne était à Aix-en-Provence, je crois, où Étienne avait démonté l'article qu'il avait écrit, qui était un article qui démontait cette histoire de loi de 73 avec toutes les ficelles qu'on connaît bien, c'est-à-dire avec un peu de fascisme, un peu de complotisme, un peu de machin, qui expliquait que tous les gens qui parlent de la 73, c'est ou des fachos, des nazis, ou des tarés complotistes qui pensent que la Terre est dirigée par des reptiles. D'accord. En gros,
Il y a même Vincent Brousseau, il n'y a pas très très longtemps, la personne, le responsable des questions monétaires de l'UPR, là je voulais pas en parler, je vais en parler, merde, je voulais pas en parler, qui nous a expliqué que ça n'avait rien à voir parce que la loi de 173 c'est en France que c'est français. Or, on s'est aperçu qu'au même moment, dans tous les autres pays d'Europe et même du monde, on a assisté à une augmentation de la dette. Et eux, ils n'ont pas subi la loi de 173. Mais par contre, ce qu'on aurait aimé lui poser comme question à ce cher monsieur Brousseau, c'est mais s'ils n'ont pas eu la loi de 173, ils ont peut-être eu une loi équivalente dans leur pays, premièrement, et deuxièmement, ils ne nous expliquent pas, mais d'où vient cette dette. Exactement. En tout cas, cette augmentation de la dette à partir des années 70, voilà. Non. Là, je pense qu'on prend un peu les gens pour des imbéciles. Alors, tu en parles pas, mais il y a aussi le livre de Pierre-Yves Rougeron. Voilà, D'accord. Il a consacré un livre tout entier à ce truc-là, donc les gens, si vous voulez, les chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus. Enfin bon, je sais que les hirondelles ne font pas le printemps, mais là c'est tellement concomitant et les réponses, les arguments des gens qui disent que non, ça n'a rien à voir, la loi Giscard-Pompidou, la loi 113 n'a rien à voir avec cette augmentation exponentielle tout d'un coup, là, il y a une époque charnière dans les années 70, entre 70 et 80. Ouais, c'est flagrant, ouais, c'est clair, après si on rentre dans c'est du déni de réalité là, c'est... Et vraiment... même du sophisme, hein, parce que dans l'article de Sport de Marseille, il y avait beaucoup de sophismes qui expliquaient que non, la loi de 113 a été abandonnée telle date, alors qu'en réalité, elle a été abandonnée telle date parce qu'il y a eu Maastricht juste après, qui reprenait la loi dans un article du traité, etc., etc. Donc c'était que des arguments très fallacieux, très très malhonnêtes. Enfin voilà. Donc là, on va quand même dire ce que c'est que la loi de 73 pour les gens qui ne sauraient pas quand même. Ça, je m'attendais à ce que tu dises, mais bon, tu l'as pas dit. En gros, la loi de 73, c'est avant la loi de 73, l'État pouvait s'autofinancer par ce que tu appelles le circuit du trésor. Enfin, c'est pas toi qui l'appelles comme ça, c'est comme ça que ça s'appelait, ouais. C'est comme ça que ça s'appelait, et qu'après 73, il y a eu quasiment obligation pour l'État, quand il avait besoin de monnaie, de se financer sur les marchés financiers avec intérêt, bien entendu. Voilà. Bon, alors on va pas décortiquer tout le livre parce que ça va prendre un peu de temps, puis après il y aura peut-être plus trop l'intérêt de lire si on lit tout. Enfin, encore qu'on était assez superficiel quand même. On arrive alors au dernier chapitre, c'est le chapitre qui moi m'intéresse le plus, hein, c'est le chapitre sur le système monnaie-dette. Vous introduisez ce petit chapitre d'ailleurs par un petit échange entre un client le client d'une banque et un banquier. Que moi j'aime bien. Bon, je vais pas tout lire, mais en gros vous expliquez que la création monétaire c'est tout simplement lorsque le client va voir le banquier, qui lui dit bonjour, je voudrais de la monnaie, et que le client dit ok, signez ici, et à partir de ce moment-là la monnaie est créée. Et là on arrive du coup au dernier chapitre, la monnaie dette, le système monnaie dette. Alors est-ce que vous voulez nous parler un petit peu en introduction, nous introduire un peu ce chapitre? Bah justement là c'est un chapitre un peu plus technique, justement là qui demande, qui s'adresse plus trop à Monsieur Tout le Monde, mais à des gens qui sont déjà un peu bien au courant de tout ça. Donc moi je vais laisser les gens découvrir un peu ça et faire leurs recherches de leur côté pour bien comprendre le système de banque centrale, de monnaie scripturale et de tout ce qui en découle. Voilà, moi c'est le chapitre qui m'a le plus intéressé parce que étant plutôt un technicien plutôt que vraiment un littéraire, je m'intéresse plus à la technique, et c'est là que vous abordez des sujets qui moi me parlent vraiment plus en tant que technicien. Vous abordez la question de la base monétaire, parce que la base monétaire c'est simplement la monnaie centrale, hein, que ce soit scripturale ou corporelle, et puis la monnaie scripturale secondaire, ce que vous appelez la monnaie, comment vous l'appelez, je ne me souviens plus. Non, j'ai repris les termes un peu de Gabriel Rabhi en fait, dans la vidéo qu'il avait faite. Ouais. Donc le dernier chapitre, le chapitre qui pour moi, je le disais à l'instant, est le plus intéressant. Alors on va pas trop rentrer dans les détails non plus, parce que sinon ça peut faire 3 heures de vidéo, cette histoire. Enfin, vous expliquez bien les différentes monnaies, la monnaie centrale, la monnaie secondaire qui est créée ex nihilo par les banques commerciales, plus exactement les banques commerciales. Je crois qu'en Suisse on dit les banques privées, c'est pas forcément des banques qui accordent. Il y a une petite incompréhension avec nos amis suisses. Une petite nuance peut-être, parce qu'ils ont une définition, je crois qu'ils ont une définition propre vraiment qui est déjà définie entre banque commerciale et banque privée. C'est vraiment... En Suisse, ouais, tout à fait. En Suisse, une banque privée, c'est tout simplement une banque qui fait le travail qu'on pense que les banques font. C'est-à-dire qu'en Suisse, une banque privée, c'est une banque qui récolte de l'argent qui existe et qui le prête à des emprunteurs. Et ils font vraiment le distinguo entre banque privée, qui fait le travail que l'on pense que les banques font, aux banques commerciales qui, elles, fabriquent de la monnaie ex nihilo. Voilà, ça c'est la petite parenthèse, un petit clin d'œil pour nos amis suisses et pour nos amis suisses de l'initiative Monnaie Pleine, qui peut-être regarderont cette émission de radio.
François de Cibental, etc. Tous ces gens-là que tu connais aussi certainement. Alors, Ouais. il y avait aussi... Alors, tu parles aussi, tu réponds aussi à une question fréquemment posée. Mhm, Et c'est vrai que quand tu commences à expliquer aux gens que les banques fabriquent de l'argent comme elles veulent, mhm. et d'ailleurs, c'est intéressant ce chapitre-là parce que tu expliques qu'elles fabriquent de l'argent de 3 façons, mais on va pas rentrer dans les détails, en accordant des crédits, en achetant des devises étrangères et en payant. Enfin voilà, Mhm. les gens iront lire. Quand tu leur dis ça, les gens disent mais alors comment ça se fait que les banques font faillite? Ah, bah, ça c'est une question intéressante. Alors, tu réponds à cette question, on va pas y répondre parce que c'est un peu compliqué. Donc je laisse découvrir à ceux qui immanquablement achèteront ton livre cette partie-là, ce dernier chapitre qui est pour moi l'essentiel. Je m'étais fait une petite réflexion, moi je l'aurais même mis en premier ce truc, ce chapitre-là où Ouais, j'explique. mais justement, ça, c'est encore... justement, là, je te coupe parce que c'est vraiment un livre qui est destiné à Monsieur Tout le Monde. Donc, toi qui as quand même une compréhension bien avancée, c'est un peu logique que cette partie-là, tu l'aurais vu peut-être avant et que c'est la partie qui t'intéresse le plus d'ailleurs. Mais là, comme moi, c'est vraiment un bouquin qui est destiné à Monsieur Tout le Monde, qui a pas le temps justement de se poser cette question de qui crée l'argent, de comment est créé l'argent et c'est quoi l'argent. Donc, c'est ce que je voulais vraiment amener d'une façon intelligible et facile à comprendre. Et après, c'est pour ça que ça arrive à la fin du bouquin, si tu veux, les choses un peu plus techniques. Ok, et donc on en arrive au résumé du livre et à la conclusion, et si je vais faire une synthèse ultra rapide Mhm. enfin moi je le ferai, tu feras la tienne après, de la conclusion et du résumé et de la conclusion, c'est en gros on est vraiment à un moment charnière là, mais comme c'est déjà arrivé dans le passé, hein, sauf que ça a souvent été réglé par des guerres ou des trucs comme ça, Mhm. on est encore... C'est un système qui de toute façon ne peut que s'écrouler, forcément, il s'est déjà écroulé plein de fois. Et je crois que là, c'est comment dire, la dernière cartouche qu'on peut tirer. On a tous les éléments, c'est-à-dire qu'on a la compréhension, on a un outil formidable qui est Internet pour nous éveiller, nous réveiller les uns les autres, comme dit Gérard Fouché. On est vraiment à un croisement, là, un carrefour, un croisement plutôt, une espèce de pas de doigt. Soit on part à gauche, on fait rien, et c'est comme tu disais, on est résigné, la résignation acquise est la pire des réactions face à cette situation. Exactement. Tout Soit à on est fait. résigné, on laisse faire, et puis on en arrive à un monde à la Elysium. Soit on se réveille, effectivement, et il y a cette punchline qui est géniale. Nous sommes des milliards à être seuls face à un cartel bancaire. Exactement. Ils sont pas nombreux, les mecs, ils sont un millier. Ils sont combien? On sait pas combien ils sont, mais bon, ils sont pas nombreux. On est 7 milliards à subir ça. Et justement, nous sommes des milliards à être seuls face au cartel bancaire. Et c'est justement pour ça qu'ils vont essayer de nous diviser. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens même qui s'intéressent à la monnaie, à tout ça, qui vont se quereller pour des choses périphériques, des petits détails. Ils vont pas être d'accord Sur sur des quelque détails. chose et puis ça va faire des clans. Alors voilà. La monnaie libre contre le crédit Exactement, mutuel, c'est ça, etc., c'est ça. etc., C'est un peu le problème qu'on a et c'est pour ça qu'on est seul, on est des milliards à être seuls face au cartel bancaire. Voilà, et encore là, tu parles du panier, si tu parles des gens qui s'intéressent à la monnaie. Et les Exactement. autres, ils se battent sur quoi? Ils se battent sur l'immigration, ils se battent sur Ouais, tout à fait, le exactement. féminisme, enfin bon, voilà, ils se battent c'est un peu, alors, bon, c'était un peu l'idée de ma chaîne au départ, c'était de torcher le cul à ce que j'appelais à l'époque des sujets débiles. Mhm. Donc, je parle de l'immigration, je parle de port d'armes, je parle de, D'accord. je me souviens plus de la peine de mort, etc. Et puis c'était d'en arriver au sujet fondamental, mon sujet fondamental de mon point de vue, hein. C'était la monnaie. Ouais, Voilà. ouais, bah, on se rejoint là-dessus, c'est vrai que là-dessus on se rejoint fortement. Et d'ailleurs, je voulais quand même parler d'un truc, c'est que ce bouquin-là que j'ai édité, qui est imprimé, qui est disponible, en fait, il était à la base, j'ai fait un appel aux dons j'ai fait une cagnotte Litchi, et j'ai demandé aux gens en fait que s'ils voulaient participer pour justement éditer, pour que ce livre voie le jour. Donc ça part vraiment c'est les gens qui l'ont voulu, et les donateurs en fait ont reçu un bouquin. Mais c'est pour dire que chacun, en fait, on peut faire quelque chose si on veut faire comprendre aux gens, faire avancer les choses. On peut chacun à son niveau, en faisant des vidéos sur YouTube, en écrivant des livres, en faisant des jeux, G Economicus, jeux de la corbeille. On peut éveiller les consciences comme Ou ça. en en parlant autour de soi, tout simplement. En parlant à ses proches, à son entourage, exactement. C'est comme ça que, voilà, ramener la réflexion. Et voilà, moi en tout cas, ce bouquin, c'est pas mon bouquin, c'est un bouquin que les gens ont voulu, qu'ils ont financé, et aujourd'hui il est disponible grâce à eux. Donc voilà.
Eh ben, ça sera une super conclusion. Je rappelle aux gens le titre du livre 200 000 milliards, des installations du système monnaie dette en cours. Veuillez patienter, hein, j'espère que ça sera pas trop long parce que moi j'en ai un petit peu marre de patienter personnellement. C'est un petit livre qui est très facile d'accès, qui est très facile à lire, il est pas long. Ça se lit même presque comme, c'est pas du tout insultant, ça se lit presque comme une rédac ou comme une petite thèse universitaire. Non, ça va être trop compliqué. Mais c'est pas un livre d'économiste long avec. Voilà, exactement. Ce qu'il faut retenir, je le coupe, mais j'ai pas de certificat validé par le système qui certifierait que j'ai bien reçu le formatage pour parler d'économie. Moi, j'ai aucun diplôme. Ce que disait Vincent Brousseau, ce qui m'avait fait tomber de ma chaise quand je l'avais écouté, je reviens sur ce gars-là, que tu connais peut-être pas d'ailleurs, je sais pas si tu vois qui c'est, Vincent Brousseau. Non, je connais pas du tout. Non. Bon, c'est pas grave, c'est le responsable des questions monétaires d'un parti politique que je ne vais pas nommer. Voilà, c'est décidé, c'est bien fait pour lui, t'avais qu'à être plus gentil, Vincent. Et il expliquait, personne ne sait ce que c'est que la monnaie. Là, il disait, hein, je le cite, la seule façon de connaître le système monétaire, c'est d'apprendre auprès de gens qui travaillent déjà dedans. On a envie de dire, mais pas du tout, c'est l'inverse qu'il faut faire. Au contraire, il faut surtout pas faire ça, parce que les rares personnes qui comprennent le système monétaire sont des gens qui en bénéficient. Ils sont payés donc, avec l'argent du système, donc forcément ça devient compliqué pour eux de dénoncer le système avec lequel ils sont payés. Enfin, de dénoncer entre guillemets, mais de l'expliquer concrètement, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment... Et encore, quand ce ne sont que les gens qui sont payés, mais quand c'est carrément les fabricants de monnaie ceux qui en bénéficient, alors là, tu peux être sûr que... Je sais plus qui disait que il n'y a que les petits secrets qui doivent être bien gardés. Les plus grands secrets sont tellement énormes que c'est même pas la peine de les garder. Ils sont tellement grands que les gens n'y croient pas et ou t'y intéressent pas. Voilà, tout simplement aussi. C'est vrai que c'est un sujet qui devrait intéresser tout le monde parce que tout le monde travaille pour avoir de l'argent, mais c'est déjà... Voilà, ça c'est l'introduction du livre. On est tous là à se courir après, à faire des boulots qu'on déteste. La plupart, enfin souvent, on n'aime pas faire autre chose, hein. Ne me dites pas le contraire. Si vous gagnez l'euro million demain, vous arrêtez de travailler, ça j'en suis sûr. Donc on est tous là à courir après l'argent et on ne sait pas ce que c'est. Ça on reboucle sur l'introduction. Et à la question qu'on me pose à moi souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je réponds moi personnellement, déjà prends conscience d'une chose, qu'il n'y a pas de on. Toi t'es tout seul. François, je pense à François, c'est un collègue de travail. Et elle me dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, mais qui on? T'es pas un on, François, t'es tout seul. Donc déjà, t'es tout seul. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Je sais pas. Moi, je connais un mec qui a écrit un bouquin. Moi, je fais des vidéos. Toi, je te vois parler de Star Academy au café le matin. Tu ferais mieux de parler d'autre chose. Prends-toi, réveille-toi. Mais au moins, prendre 20 minutes, essayer de comprendre justement ce sujet-là, de la création monétaire. Prendre, je sais pas, moi, 1 heure... C'est après retourner à son divertissement, à s'occuper d'autres choses, mais au moins se poser la question qui va servir justement pendant toute une vie, parce que ce qui bloque en fait, là, ce qui nous bloque tous, c'est vraiment cette prise de conscience qui tarde à venir, cette prise de conscience collective, parce que c'est un système qui est indexé justement sur l'ignorance collective. Et il y a des gens, je me demande si c'est même pas la peur qui les bloque. Il y a des gens qui ont peur tout simplement de se dire, mais attends, merde. Je vis bien pour l'instant, j'ai pas envie de me prendre la tête avec un truc qui va peut-être me rendre malheureux. Mais est-ce que c'est fondé comme peur? Est-ce que c'est une peur qui est fondée? Je sais pas. Je sais pas non plus. Mais voilà. Et récemment aussi, on m'a dit, mais tu sais, comme on sait que je parle un peu de monnaie, que je m'intéresse au truc là, on m'a dit, mais c'est presque une religion, la monnaie. Oui, non, mais là, la monnaie, c'est vraiment une religion, on le voit aujourd'hui. Hein, c'est que moi, c'est quoi? J'avais une phrase qui disait que si Dieu était de l'argent, tout le monde travaillerait pour lui. Ouais. Mais alors lui, il le disait pas dans ce sens-là. Lui, il disait dans le sens, les gens qui gravitent autour de cette question-là, donc toi, tous les gens qui s'intéressent à la... Moi, c'est une secte, c'est une secte, c'est des gens qui... Voilà, il disait ça dans le sens, c'est une secte. Vous êtes là, c'est une religion pour vous parlez que de monnaie, vous parlez que de monnaie. Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce qu'on n'est pas sorti d'une secte et qu'on essaie de sortir... Eh ben, c'est la réponse que je lui ai donnée. C'est la réponse que je lui ai donnée. On se rejoint. C'est de dire qu'on a... C'est une religion, l'argent, mais c'est une religion à laquelle tu participes, mon gars, parce que si tu es là avec moi ce matin, c'est que c'est pour de la monnaie. Donc, c'est toi qui crois en cette religion. Moi, j'y crois plus. Exactement, mais c'est exactement ça, tu vois. Et puis tous les gens qui ont compris un peu comme toi et moi et comme certains, on se rejoint sur plein de points, sur beaucoup de points, parce que la base de tout, c'est quand même de se libérer un peu de ces chaînes de la dette et de faire ce qu'on veut, de pas être forcé de faire ce qu'on veut pas faire. Au final, c'est ça, c'est l'outil qui nous maintient à se lever le matin, à faire des choses qu'on veut pas faire. Bien, je pense qu'on peut conclure là l'émission. Je pense qu'elle aurait
j'ai pas le compteur sous les yeux, mais je pense qu'elle aurait été quand même assez longue. J'espère que ça vous aura intéressé, chers auditeurs, hein, les 12 auditeurs qui me suivent. Je sais que vous n'êtes pas nombreux, même si j'ai eu un petit coup de pouce il n'y a pas très longtemps de quelqu'un d'un petit peu connu, ça m'a fait plaisir. Merrick Book sur Facebook, le livre 200 000 milliards de dettes. Oui, c'est ça, 200 000 milliards, c'est pas écrit de dettes, mais on sait, c'est 200 000 milliards de dettes. Merrick, j'espère que ça s'est bien passé. Bah Ça a été ouais, un peu super, festif. c'est super, un super interview et franchement, bah déjà, je tiens à te remercier parce que tu m'as vraiment soutenu et puis et fait une belle publicité en plus sur ta chaîne. Donc c'est super sympa. Et je voulais aussi remercier tous les donateurs justement qui ont permis que ce livre voit le jour. Et remercier ceux qui vont soutenir et qui vont faire la démarche de s'intéresser. Et j'espère déjà avoir éveillé la curiosité des auditeurs là. Et voilà, mais peut-être que je prépare un autre bouquin un peu plus poussé. Mais bon, je vais voir comment ça prend, comment ça avance. Eh ben, espérons, comme ça me donnera l'occasion de te réinviter dans mon studio d'enregistrement, hein, enfin dans ma avec cuisine, plaisir. quoi. Et puis, écoutez, bonne soirée, bon courage, mes chères petites bactéries. Et puis, à la prochaine vidéo. À Salut! plus, ciao.